Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPAD et moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Aujourd'hui, nous allons parler d'un endroit un petit peu spécial qui est très cher au cœur des Morvandiaux. C'est leur forêt. D'ailleurs, quand on chante la Morvandelle, l'un des sujets principaux de cette chanson, c'est le bois et c'est nos forêts. Voilà, donc on va parler de nos forêts aujourd'hui. Alors c'est beau les forêts, il y a des bons côtés et il y a aussi des choses qui se passent, on va en parler. Aujourd'hui, pour parler de ce sujet, nous avons en notre compagnie Guérin Daniel, Griveau Joseph, Asti Roger, Colette, Mounier, Furlan Ginette, Georges Davidic, le maître François, Henri de Grotte, Boileau Maëlys. Et aujourd'hui, pour parler de nos forêts et sous un aspect un petit peu particulier, nous avons en notre compagnie Valérie Bernadard, qui est notre invitée et qui est représentante de l'association La Brosseille pour la défense et la sauvegarde des forêts de feuillus du Sud Morvan. Eh bien, nous vous remercions de préserver nos forêts parce que je crois que vous faites avec beaucoup de conviction et de force. J'ai même cru entendre que vous avez fait une grève de la faim pour sauver nos forêts. Oui, il y a 30 ans. Maintenant, on passe à autre chose, à d'autres méthodes. Mais rien n'a changé depuis 30 ans, hélas. Et c'est Alexandra Moreau, animatrice de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert, pour passer un petit moment avec vous. On se retrouve après une courte page de musique. Baobab, acajou, tu y as pêché où? Sur au cyprès, pentélan de palissandre, mélèze tremble, tremble être noyé. Tu y as pêché où? Baobab, acajou, tu y as pêché acajou, baobab, acajou. Sur au cyprès, pentélan de palissandre, mélèze acajou, tremble être palissandre, sur au cyprès, pentélan de palissandre, mélèze
pêcher à Cajou, tu as pêché sur à Cajou, tu as pêché Alessandre, mais trop à Cajou, tu as pêché Alessandre, mais trop c'est près, tremble très lent de Alessandre, mais les eaux tremble être noyé. On va commencer avec de la douceur. Je vais passer vers chacun d'entre vous et j'aimerais que vous me parliez de vos souvenirs de balades en forêt. Oui, moi je suis né à 100 mètres d'une forêt et j'y suis resté jusqu'à 17 ans. Alors la forêt, ça me connaît. La forêt, ça vous gagne? Ah oui. Non, c'est la montagne. La forêt, ça me connaît, ça rime mieux. Alors, oui. Ça évoque quoi la forêt pour vous? Ah, mais le calme, la tranquillité, les gibiers, enfin, tout ce qui se passe en forêt, quoi. Vous étiez chasseur? Non. Non, c'est juste pour le plaisir de les regarder. Voilà. Et vous arriviez à les voir? Ah ben oui. Comment on fait? Ah ben, il suffit de se promener et puis dans les allées de bois, quoi. Oui. Et bien, j'allais d'abord surtout y travailler, quoi. Et j'aimais beaucoup. Ma portation manger, on allait manger au milieu de la forêt. Et des fois, quand tout était bien calme, on voyait les animaux se promener. Une fois, les sangliers qui sont passés à 400 mètres de moi. J'ai même eu très peur parce que ces animaux-là, ça... Enfin, c'est surtout quand il y a des petits, il y a les oiseaux, le charme, oui, c'est très agréable. Vous avez une vie de forestier? Ah ben, non, pas de forestier, mais enfin, j'étais assez en forêt, oui. On a coupé notre chauffage dans le bois. Donc la forêt, j'avais une parcelle de bois, alors, naturellement, on s'en bois nous-mêmes. La forêt, c'est votre deuxième maison, en fait. Oui. Ouais. Oui. Puis avec les bœufs, on débarque du bois, aussi pour les particuliers, pour les gens. Alors on a passé beaucoup de temps en forêt, et ça me plaisait beaucoup. Vos souvenirs de forêt? Oh ben moi, la forêt, moi j'habitais Montmorency au nord de Paris, mais je suis originaire du Limousin, en dessous de Limoges. On avait des taillis, des feuillus qu'on appelait, et où on vivait bien parce que on avait des sangliers, on en parlait, mais on avait des lapins à l'époque. C'était l'époque glorieuse où on voyait des lapins nous cavaler dans les mains et tout ça. Et puis il y avait des champignons, il y avait tout ça, mais on vivait bien. Et puis nos grands-parents se chauffaient qu'au bois. Et ils prenaient pas du beau bois, ils prenaient le bois qui était un peu esquinté, ils taillaient et puis ils refaisaient leurs petits grains de feux de forêt. Toutes mes vacances, quand il y avait 8 jours de Paris, on me mettait au train et à Limoges, moi c'était hop, j'enlevais machin, puis mon grand-père, allez, on va faire un tour dans les bois. Chercher des champignons, voir s'il y avait des serpents et tout ça. Les serpents, c'est votre truc, hein? Ah oui, moi, ramasser les couleuvres, les vipères pour donner... on vendait ça aux pharmaciens à l'époque. Mais on ramassait Alors moi, je ne pouvais pas les vendre parce que j'étais minot, j'étais gamin. Alors c'est mon grand-père ou ma grand-mère qui allait voir un pharmacien, puis après, il me redonnait ma petite monnaie. Mais on vivait. Et puis un serpent, c'est pas méchant. Si vous l'attaquez pas, si vous marchez pas dessus, il vous fait pas de mal. Hein. Même une vipère, hein, elle vous attaque pas, elle s'en va. La forêt, ça représente quoi pour vous? Rien. Vous n'êtes pas une forestière, vous? Non. Vous êtes une citadine. Vous aimez les arbres? Oui. C'est beau? Oui. Est-ce que ça vous plaît, les balades en forêt? Non. Non? Non. Oh bah alors? Ben non. Bon, il en faut pour tous les goûts, hein? Ben bien sûr. Bon. Non, parce que j'ai peur de me perdre, puis non.
Vous avez peur de vous perdre? Oui, Mais de toute façon. si c'est moi qui vous emmène, ça craint rien. Ah bah oui. Comme je suis pas dans un bois, alors. Vous avez peur du loup? Oui. Enfin, des bons, puis des moins bons. Hein. Il y en a trois espèces de souvenirs. La maison de mes parents, on n'était pas dans le bois, mais à la limite, à la lisière du bois. Alors j'ai passé ma jeunesse quasiment dans le bois. Parce que quand on allait jouer avec mes sœurs, dès qu'on sortait dehors, on était dans le bois. Ah oui, c'est beau, mais c'est de l'entretien. Hein. Ah, c'est ça, pour vous, ça représentait du travail. Ah ben, c'était du travail. Il fallait entretenir quand même. On ne pouvait pas laisser pousser des arbres jusque dans la cour, ni dans le jardin qui touchait la maison. Fallait nettoyer. Le bois était à vous? On avait notre partie à nous, mais le reste, ça appartenait à la commune. Vous faisiez votre bois de chauffage dedans aussi? Ah, pas dans celui de la commune. Non, dans le vôtre? Enfin, dans le nôtre. Et vous faisiez comment? Vous coupiez des grands arbres ou vous alliez juste ramasser du bois comme ça? On en coupait. Fallait en couper pour en ramasser. On ramassait ce qui tombait, comme ce qu'on appelait du bois sec. Vous faisiez surtout du nettoyage? Ben oui. C'était les arbres qui étaient morts ou qui étaient malades ou tout ça? Ben oui. Ouais, vous alliez pas couper un arbre sain? Ah ben non, un arbre tout sain, tout beau, tout bien, on n'allait pas le couper. Vos souvenirs de forêt à vous? Vous étiez pas dans le coin. Est-ce que vous avez des souvenirs de forêt de Madagascar? Oui, j'ai beaucoup de bons souvenirs parce que mes grands-parents maternels étaient, même mes grands-parents paternels, mais mes grands-parents maternels, chaque vacances, c'est là-bas qu'on passe nos vacances. Donc, tout le temps dans les forêts, oui. Pour chercher les fruits, pour chercher les cafés, parce que mes grands-parents, c'était des cultivateurs, mais elle avait un champ de café, donc il fallait qu'on cueille les cafés. Et donc, on va chercher les cafés nous-mêmes, qu'on pile après on les fait sécher, après on les pile encore pour enlever la petite écorce fine, après on le vend pour gagner notre argent de poche. Et ça, c'était dans les bois alors? Ah oui, dans les bois. Déjà, les caféiers, c'est arbustes. C'est des arbres forestiers? Oui. Ouais. Bon, c'est moins arbre que les laitiers et les manguiers, mais c'est quand même de l'arbre. C'est des petits arbres fins. C'est un peu comme les cerisiers ici. D'accord. Avec beaucoup plus de branches. Donc oui, j'ai de très bons souvenirs. Et puis nous, quand on était petits, je me rappelle, avec des cousins, on va chercher des petits gibiers. Il y a des gros arbres pourris là, mais quand je dis gros, c'est vraiment gros diamètre. Et quand ils sont pourris naturellement, vous le cassez en deux, il y a des grosses chenilles dedans, ça se mange. Comme en Nouvelle-Guinée, il y en a, ils le mangent. Chez nous, à Madagascar aussi, on le mange. Les grosses chenilles plus gros que mon pouce, là, ils vivent que dans les arbres pourris, mais ils sont très très gras. Donc quand j'étais petite, on va chercher ça avec mon cousin. Lui, il a la hache, il coupe les arbres. Moi, je ramasse les... C'est bon ça? Oui, c'est gras. C'est de protéines. Hein. Quel rapport vous avez avec les forêts? Vous aimez vous balader en forêt? Ah bah oui, j'ai été, évidemment, étant jeune fille, puisque j'étais élevée dans une ferme. Alors j'étais dans les champs, j'étais un peu partout, quoi. Dans les bois? Dans les bois, bah oui. On pilait le bois. On faisait des tas de bois pour l'hiver. C'est des balades? Des balades. Des champignons? J'allais pas trop aux champignons, aux rosés, dans les prés. Oui, voilà. Françoise, les bois. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des forêts du Morvan? Bon, m'y promener un petit peu. C'est beau, hein? Oui. J'étais me promener dans les forêts. Dans la Côte d'Or. Maurice, ça vous plaisait les forêts? Oui. Oui. C'est beau? Hein? Bah, c'est joli. C'est joli? Tu aimes? Oui. Alors aujourd'hui, donc, nous avons Valérie Bernada qui est représentante de l'association La Bresseille et je vais vous demander du coup de me livrer, votre forêt, ça représente quoi pour vous? Ça représente tout, c'est-à-dire que j'ai décidé de rester dans le Morvan. Donc le Morvan, c'est les forêts. Pour moi, couper à blanc une forêt, c'est m'enlever quelque part un habitat, mon habitat et l'habitat des animaux et l'habitat de plein de monde.
en fait. Donc c'est un lieu de vie, ça peut être un bien commun aussi, de balade, etc. Mais pas que. Bah là, on l'a entendu, là, nos résidents, ils ont bien parlé de ça. Eux, c'était leur travail, c'était leur maison, c'était leur loisir. Les forêts, c'est important pour eux. Je me trompe pas en disant ça, hein. Là où je voudrais intervenir, c'est que effectivement, c'est un lieu de balade, c'est extraordinaire, c'est beau, mais pas que. La forêt couvre 31% du territoire français. Ici, dans le Morvan, en Bourgogne-Franche-Comté, les arbres s'étendent à perte de vue. Une majorité de feuillus, de plus en plus concurrencés par les résineux. Une richesse qui génère convoitise et tension. Qu'est-ce qu'on voit là à 13h à peu près là sur la colline?
arrive sur une coupe rase qui est très récente. On voit même qu'ils ont nettoyé, mais on voit encore tous les débris d'arbres qui sont là dans le sens de la descente. Tout ça, ça va être enlevé et ils vont replanter. C'est ça une coupe rase? Oui, c'est ça, une coupe rase. Donc là, il y avait une forêt autrefois. Ah là, oui, il y avait de la forêt, il y avait des arbres. C'est impressionnant. On s'attend pas à voir la forêt d'un coup qui s'arrête et il n'y a plus rien. En fait, c'est la colline qui est mise à nu. Ça fait vraiment un trou au milieu de la forêt, une ouverture, une brèche. Monsieur Griveau, ça vous fait quoi de voir ces bois coupés là? Ça fait mal au cœur parce que quand on voit des jolis bois dans nos forêts, on a des chênes qui étaient centenaires et puis qu'on a saccagé, qu'on a coupé, toujours pour le rapport, parce que c'est pareil, il y a des truands qui se sont installés et puis ils ont compris de planter les sapins. Alors on a coupé les chênes qui étaient très chers, qui valaient très cher, pour les expayer ailleurs, pour planter les sapins, parce que le sapin, naturellement, en 25-30 ans, il a grandi, que le chêne mettait les centaines d'années à pousser. C'est une machine à cash, Douglas, ouais. Et c'est toujours une question de rapport pour les sociétés qui se mettent comme ça. C'est tout une histoire de fric. Pour le rapport. D'accord, ça vous fait quoi de voir ça? Ça fait triste de voir ça saccager, ça. Quand les gens se promènent et puis qu'on voit ça, c'est un vrai désastre. On dirait que c'est le bombardement, la guerre. On a des si belles forêts dans le Morvan qu'on pouvait quand même essayer de les déplacer si on voulait, mais pas de les couper à blanc. C'est un désastre, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est de l'exploitation, c'est de l'exploitation, et en plus c'est pas fait par des gens qui habitent sur place. C'est fait par il y a un pays à côté de chez nous qui exploite ça, parce qu'après ils font du plaquage avec ces bois-là, des bois chers. Ils font du plaquage, et il y a qu'en France qu'on a des bons bois pour faire du plaquage. Mis à part, regardez en Afrique, ce qu'ils ont ils ont déjà détruit pour les plaquages. Ils ont des beaux arbres aussi en Afrique. Ben oui, mais des bois précieux. Ben oui, mais on les a volés aussi, carrément au démarrage. Et parce qu'on n'avait pas ces bois-là, on a été les acheter à bas prix, parce que seulement leur bois est parti. Alors là, ça fait quoi de voir notre bois à nous dans cet état-là? C'est lamentable. Avant, on avait des bêtes sauvages et tout ça, qui étaient heureuses là-dedans. Bon, on leur enlève leur vie. J'ai été une fois là-haut, dans le Morvan, c'est léger sous Beuvray. Ben, c'est pas mal, c'est bien. C'est bien de se promener dans les bois. Ah oui, oui. Mais vous tombez sur une scène comme ça où c'est tout coupé? Ça, non, ça va pas, ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des coupes rases? Oui, couper toute la forêt. Ah oui. Et ça vous fait quoi? Ah ben, ça fait un vide, hein, c'est sûr. C'est un vrai désastre. On détruit la nature, je trouve. La forêt, c'est beau, surtout à cette saison. C'est un plaisir des yeux quand on voit le feuillage changer, tout ça. C'est une merveille, si on veut bien. Alors, tout ça. Vous sentez... On voit des détecteurs de déboisés, alors ça, catastrophique, je trouve. Ça vous choque? Ah oui. Profondément? Oui, tout ça pour du profit, parce que de sens, ils étaient contents de nous laisser un morceau de bois, comme disaient les grands-parents. Pour les petits-enfants, on va dire acheter un bout de bois dès qu'il y avait un demi-hectare de forêt. On va l'acheter pour notre génération future, pour la couper son bois de chauffage, qui songeait à l'avenir des petits-enfants. Au lieu que maintenant... Dans le temps, on coupait un bois, on savait qu'il allait repousser, mais on coupait pas tout. On échelonnait le bois. Par exemple, on laissait grandir certains arbres. C'était revalorisant, c'était agréable. Nos bêtes, elles ne vivent plus maintenant. Faut couper un rat, un oiseau, il vient plus là, à cet endroit-là. Même un serpent, ça l'intéresse pas. Il y a pas de quoi se mettre à l'abri. Ben, c'est lamentable. Alors que dans le temps, quand on coupait une forêt, on regardait l'âge des arbres. On coupait à fur et à mesure. On la faisait vivre, la forêt. Que maintenant, le profit. Est-ce que c'est un profit? Je vois que vous êtes ému par ce que dit le monsieur. Oui, parce que c'est vraiment que du bon sens. Depuis tout à l'heure, j'entends ces témoignages, mais c'est tellement du bon sens que j'en suis vraiment effectivement très émue, parce que tout ce qui a été évoqué, c'est le saccage de tout un écosystème. Une forêt, c'est un ensemble de vie. Il n'y a pas que les arbres, il y a à la fois effectivement les animaux, les oiseaux, les champignons, et même les bactéries, ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus petit. Et les coupes rases, ça vous élimine totalement d'une façon très brutale tout cet écosystème. Je ne peux
qu'être effectivement ému parce que c'est ce qui se passe. La description de ce qui était fait avant, c'est ni plus ni moins que ce qu'on demande aujourd'hui nous. C'est-à-dire, c'est une méthode qui s'appelle la méthode Pro-Silva. La futée irrégulière. Exactement, c'est une sylviculture mélangée à futée irrégulière. C'est exactement ce qui a été dit là, où il y a différentes essences, où il y a différents âges et qui sont coupés au fur et à mesure, pied à pied, avec beaucoup d'attention. Et maintenir cet écosystème-là, c'est vraiment très très important. On nous parle tous les jours du réchauffement climatique. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en réponse à ce changement climatique? On coupe, on fait des coupes rases. Donc c'est complètement une absurdité, mais incroyable. Et je voudrais juste citer un exemple pour vraiment sensibiliser les gens qui nous écoutent. C'est que en ce moment même, il y a le Mont Prenley que connaissent beaucoup de gens. C'est un site, il est juste à côté du Mont Beuvray. C'est un site classé. Il y a une forêt vraiment remarquable avec plein d'espèces protégées, etc. Ce Mont Prenley a été classé en 2000. Et aujourd'hui, en ce moment même, on fait des coupes rases dans le Mont Prenley d'une façon tout à fait normale. C'est-à-dire que d'un côté, on classe des sites, on est en pleine zone Natura 2000, dans un grand site de France, et on se permet de couper à ras des forêts et de planter des monocultures de Douglas. On va se donner un style qu'on n'a pas. Hein. Allez. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne paye, je suis un homme mûr, j'ai des mots, une voiture. Et tu sais, mon choix est fait, je peux plus revenir en arrière, tu me parles d'une carrière dans une firme planétaire. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur notre atmosphère. Et je fais partie des gens qui gagnent leur argent sur l'asthme de leurs enfants. Et je crois que j'ai besoin d'un peu d'air frais, d'une balade en forêt, je sais plus trop ce que je fais. La vie use. Et j'aime pas du tout ce que je fais, mais bon, j'ai une bonne paye, je suis un homme mûr, j'ai des mots, une voiture. Et après tout j'ai choisi, ainsi va la vie et le monde vieillit. Et en 3 ans c'est la retraite, je sauverai pas la planète, je vais pas me prendre la tête, non, pas me prendre la tête, non, non. Et je fais partie des gens qui vous laissent un futur avec emmerdement et tonnes d'ordures. Moi, je fais partie des gens qui vous laissent un futur bourré d'armement, au minimum d'air pur. Et faut pas compter sur moi, j'ai raté ma jeunesse, je profiterai de la vieillesse. Et faut pas compter sur moi, dans ce bordel y a plus que toi, dans ce bordel y a plus que toi. Et toi t'es celui qui rêve, je t'envie, j'en crève que ma vie est triste, que la vie est triste. Et je sais pas combien tu es, je te laisse mes regrets et mon amertume. Parce que moi, je fais partie des gens qui ont vécu grassement, qui te laissent un héritage. Parce que moi, je fais partie
partie des gens qui ont traversé les temps sans faire de sentiments. Et après, Face à moi, 20 tonnes d'acier font le travail de 10 bûcherons. Quelques heures vont suffire pour raser cette parcelle. En à peine 10 secondes, l'arbre il est abattu. Les mâchoires elles viennent saisir le tronc. Il est scié. Après le passage de la machine, il n'y a plus rien. Il n'y a plus un arbre debout, quoi. C'est impressionnant. Tu peux m'expliquer ce que c'est comme machine, le nom que ça a et puis comment on l'utilise en fait? Il y a un débousqueur et une abatteuse et ça prend le pied de l'arbre et puis ça le soulève et puis ça le casse et il tombe après. Ça le casse? Ça le casse. Soit ça le casse, soit ça le coupe et après ils le mettent par terre. Et ça fait quoi comme sensation quand t'es dans la machine là? Ça trempe de par tous les bouts. Ça trempe de tous les bouts. C'est violent en fait. Un peu oui. Je voudrais pas être à la place de l'arbre quoi. D'accord. C'est des grosses machines? Oui. Ouais. Oui, tu te trouves petite à côté. Dans les images qu'on a vues, dans les reportages qu'on a regardés, les différents reportages qu'on a vus, on voyait des grosses machines un petit peu, pas aussi grosses que celles qu'on voyait pour couper les forêts amazoniennes, mais ça reste quand même assez impressionnant pour nos petites forêts du Morvan en fait. Est-ce que vous pouvez me parler un peu des machines que vous avez vues, puis de l'effet que ça vous a fait quand vous les avez vues? Les machines? Oui. Ça vous avait choqué un peu? Ah bah oui. Je sais pas, ça travaille ça. Ça vous travaille? Ah oui. Vous conduiriez un truc comme ça? Vous conduiriez un truc comme ça? Oh non. Non, ça fait peur. Ça fait peur? Ça fait peur de voir à quel point l'homme est peut-être intelligent, mais il devient trop intelligent de construire des affaires pour défaire la nature. Voilà. J'ai l'exemple de mon cousin qui avait acheté un magnifique tracteur. Eh bien, il l'a revendu l'année dernière. Il l'a fait reprendre par la société et il a pris plus petit parce que ça a écrasé sa terre. Et il a vu que ce qu'il faisait pousser, ça sortait moins bien. Et maintenant, il a un petit tracteur facile. Enfin, un petit tracteur, il fait comme 100 chevaux, mais il est plus léger. Et en plus, il commence à faire comme le grand-père. Il va semencer un terrain. Tous les 4 ans, il change et il laisse 1 an sans rien faire. Terrain vide où il y a de l'herbe un peu qui pousse. Il met ses bêtes dessus pour les nettoyer. Elles font comme on dit, les besoins. Fait de l'engrais comme on est. Et après, il les retravaille. Il faut voir le rendement qu'il vient d'avoir, là. Enfin, ça leur paraissait tellement facile de faire blé sur blé sur blé sur blé. On mettait de l'engrais. Un jour ou l'autre, l'engrais, c'est fini, la terre, elle en veut plus. Elle dit, arrête, tu vas me faire mourir. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Ce que je veux préciser, c'est que dans les années 70, on a coupé énormément de forêts à blanc et on a planté de l'épicéa dans les années 70, c'est-à-dire des monocultures. Pour nous, ce ne sont pas des forêts, ce sont des cultures en fait en randonnion de sapins. Et ces épicéas, avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement, il y a un petit scarabée qui entre dans l'écorce de l'arbre et il y a des milliers d'hectares maintenant qui sont morts et qui nous donnent l'impression d'avoir une forêt mais complètement c'est incroyable. Tous les épicéas plantés dans les années 70 aujourd'hui sont morts
impactés par le scolite. Voilà. Donc c'est pour vous dire que plus une forêt est plantée en monoculture, plus on la fragilise. Et ce qu'on est en train de faire avec ce qu'on a fait dans les années 70, on continue de le faire avec le Douglas, parce que tôt ou tard, on fragilise ces forêts, et tôt ou tard, il y aura aussi des insectes qui vont venir faire mourir ces forêts. C'est évident. Alors que une forêt multi-essences, c'est le propre de la forêt, c'est qu'elle se protège les essences se protègent les unes des autres. Donc il n'y a pas de risque en fait de dégénérescence ou de forêts qui disparaissent comme ça. Sauf que les monocultures, on l'a vu avec l'épicéa scolitée, eh bien il y en a plus. Et du coup, on est obligé de couper, ça donne des scénarios comme dans les places. Oui, c'est ça, on est obligé de couper. Là, pour le coup, on est obligé de couper, de faire des coupes rases. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on replante. On vous dit qu'on replante, on replante plus en monoculture. Vous savez ce qu'on met maintenant à la place? On replante 2 essences. On replante à la fois du Douglas et du mélèze. C'est-à-dire 2 essences de résineux. Voilà. C'est histoire de faire passer la pilule, quoi. Mais c'est toujours, alors qu'on pourrait peut-être planter du châtaignier. Le Morvan est très riche, la terre du Morvan est très riche en châtaignier, puisque les châtaignes du Morvan, c'était, oui, comme dans les Limousin. Donc on pourrait peut-être planter aussi d'autres essences de feuillus et pas forcément tout le temps du résineux. Et je voudrais vous poser la question, pourquoi plante-t-on comme ça du résineux? Parce que toutes ces plantations-là sont subventionnées. C'est toute une question d'argent, c'est subventionné, donc on plante au maximum des résineux. Et il suffirait de changer la loi pour donner des subventions non pas aux résineux mais aux feuillus pour que totalement cette mentalité d'enraisinement change dans le Morvan. Ça serait si simple en fait. Donc pourquoi est-ce qu'on plante des résineux selon vous? Tiens. C'est le sol s'y prête, bon résineux. C'est un arbre qui pousse assez rapidement, alors on peut le commercialiser plus facilement. C'est plus rentable parce que ça produit plus vite. Ben c'est ça, oui. Pour vous, pourquoi est-ce qu'on plante du résineux et pas du châtaignier? Parce que c'est plus ensemble. Parce que naturellement, quand on plante du chêne, mais un chêne, ça met combien d'années à venir un beau chêne? Ça met 200 ans. J'avais une forêt, on dit qu'il y a plus de 200 ans. Naturellement, les investisseurs, ça ne les intéresse pas parce que ça met trop longtemps. C'est les ralliés petits-enfants qui vont profiter de leur plantation. Donc maintenant, résigné en 45-40 ans, allez, on recommence. Pourquoi est-ce qu'on plante des résineux? Question de rentabilité. C'est pas parce que ça sent bon? Ben non, de toute façon, c'est pour le fric. Hein. De toute façon, s'il n'y avait pas du fric à la clé, ils planteraient autre chose. Mais nos forêts, il y a plusieurs types d'arbres, plusieurs essences d'arbres. C'est pour ça que ça vit. Ils se détruisent pas l'un à l'autre. Au contraire, ils se protègent l'un à l'autre. C'est ce que Madame a dit tout à l'heure. Un arbre a une certaine des batraciens, des machins, des résineux va avoir un type d'habitants et ainsi de suite. Ils vont se combattre entre eux et ils vont sauver l'arbre. Tandis que maintenant, toujours le même arbre, le même propriétaire, le même machin qui gagne du fric, puis c'est tout, puis le terrain il est plat, il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien, on ne vit plus. Nos enfants n'iront plus se promener dans ces bois-là. Tandis que nous, quand on allait se promener, oh, quelle merveille! On avait différentes essences, il y avait des champignons, il y avait de la vie, il y avait de la vie. Tandis que là, maintenant, il n'y a plus rien. Il y a encore 50% du Morvan qui était en résiné et il reste 50% qui est encore en... Sauvons-le. Sauver
Pourquoi on mène ce combat contre cette folie? On a choisi la vie, le soleil, le ciel et la pluie. Les oiseaux le veulent aussi. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. On a tous envie de voir dans leur yeux naître l'espoir d'un avenir meilleur. Offrons-leur des souvenirs et pas ce qu'il y a de pire. C'est le moment pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre et sauver le vent, sauver les mers pour les enfants, ne plus se taire ni faire semblant. Sauver la terre, c'est une guerre de combattants que l'on va faire habillés de blanc. Voilà ce qu'espèrent les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les mers pour les enfants. Sauver la terre, sauver le vent, sauver les Voilà, c'est Monsieur Douglas qui a découvert ce bel arbre. En fait, c'est un très bel arbre, hein, le Douglas. Hein. Sauf que nous, on critique pas cet arbre puisqu'il est très très bon en charpente. C'est un bel arbre, hein, le Douglas. Je vais pas faire la promotion, là n'est pas le propos, mais c'est le problème de la manière dont on l'utilise, dont on le plante. C'est-à-dire que si vous le plantez avec des feuillus, le Douglas, il est extraordinaire. Voilà, il vous apporte les bienfaits des charpentes qui sont absolument extraordinaires. Il n'y a aucun problème. C'est pas le problème du Douglas. C'est le problème de monoculture de Douglas et de cette culture qui n'est pas une forêt, qui est une implantation en randonnion de Douglas comme d'épicéa avant dans les années 70. Mais c'est pas le problème, le Douglas. Le Douglas, il pousse très très bien, et bien tant mieux. Mais s'il est en mélange avec les forêts de feuillus, c'est très bien aussi. Le Morvan, pour moi, ça a un intérêt paysager, c'est un intérêt touristique, c'est-à-dire qu'il y a une manne touristique aussi. On a de grands lacs. Il y a eu un article dans Le Monde l'an dernier où la première région touristique s'était visitée
biodiversité, c'était le Morvan quand même. Juste après le Covid, on n'était pas si loin de Paris que ça. Et Exactement. On était l'une des plus visitées de région. C'est ça. C'est à 3 heures de Paris. C'est des sites. Je vois la vallée du Sud Morvan, là où j'habite. C'est avec le Mont Beuvray, le Mont Touleur, le Mont Prenelay. Ce sont avec la vallée de cette vallée du Sud Morvan qui est assez exceptionnelle. Comme il y avait eu la vallée de la Cure bien plus haut, mais qui a été complètement saccagée, et dans le nord du département, maintenant vous avez que de l'enraisinement, c'est-à-dire vous avez plus de forêt, voilà. Et ce que vous avez montré là dans les places, c'est absolument scandaleux, quoi, parce que c'est une forêt, il y a 15-20 hectares qui ont été coupés à blanc sur un site romain archéologique. Ouais. C'est quand même pas banal, quand même. Donc ces autorisations-là, elles sont données par, je le rappelle, la DREAL, c'est-à-dire que c'est une administration qui est censée contrôler les autorisations et qui donne des autorisations, comme je vois pour le Mont Prenelay, pour les coupes rases, qui donnent des autorisations d'une facilité déconcertante. Voilà. Mais du coup, est-ce que ces gens qui donnent les autorisations, est-ce qu'ils ont mis un pied dans le Morvan? Est-ce qu'ils ont déjà vu nos forêts? Parce que ça se posait la question, en fait. Est-ce qu'ils ont déjà vu les sites avant de donner l'autorisation? Oui, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer sur l'ambulance. Je pense qu'il y a... Voilà, nous, on nous a répondu qu'on n'avait pas le temps de venir sur place. Donc, on délègue pour le Prenelay. Ce qui s'est passé, c'est qu'on délègue au CRPF pour donner un avis qui est retenu ou pas. Sauf que je rappelle que sur le Mont Prenelay, qui est un site classé, et je le répète, dans ce site classé, il y a des orientations que je peux vous lire. C'est, et j'ai rien inventé, c'est maintien d'un couvert forestier dans le temps de gestion irrégulière, c'est-à-dire une forêt irrégulière à différentes essences et de différents âges, des grands, des petits, des moyens. Et quand on coupe des arbres, il y a la régénération naturelle qui fait que d'autres arbres poussent. L'autorisation, c'est pas pour une coupe rase, du coup, c'est pour une futaie irrégulière. C'est ça, exactement. Donc je répète, maintien d'un couvert forestier dans le temps, gestion irrégulière des boisements. Incitation et réaliser des documents de gestion forestière durable, évitement des coupes rases. Évitement des coupes rases. Évitement, ça veut pas dire interdiction. Non, mais évitement des coupes rases, c'est quand même une orientation assez du coup, c'est pas clair. Non, mais par exemple, évitement des coupes rases, supposons que vous avez une parcelle qui est malade, effectivement, là, c'est du bon sens. Il faut la couper à ras pour replanter. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pas que ça soit replanté en résineux systématiquement, qui, je le répète, est subventionné à 100%, mais peut-être avoir une imagination de replanter peut-être en châtaignier ou en autre essence du Morvan, parce que quoi qu'on en dise, mais vous regardez autour de vous, on n'arrête pas de nous dire que les forêts sont de plus en plus malades. Je regrette, moi j'ai en face le Mont Touleur, allez vous y balader, il est pas malade, quoi qu'on en dise, il n'est pas malade. Qu'on interdise tout simplement les coupes rases, comme ça se fait dans certains pays. Sachez qu'en Suisse, les coupes rases sont interdites. En Slovénie, c'est interdit. C'est-à-dire qu'ils interdisent les coupes rases. Ça n'existe pas. Et dans certains pays, même, c'est autorisé, mais à faire des petites coupes, comme par exemple en Allemagne. Une étincelle en un instant, une fumée, et les broussailles et les écorces et le brasier. Le feu a pris de branche en branche son élan, comme une vague à tout emporter dans le vent. Cet océan de flammes ne nous a laissé que du sable
Ouais, tu vois, quand je vois un chantier comme ça, moi je déprime un peu. Ah oui. Malheureusement, c'est que ça représente plusieurs centaines d'hectares sur notre Morvan, tu vois. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. C'est impensable même. Quand je vois, tu te rappelles quand on venait à la pêche quand on était jeune, on prenait ce petit chemin-là. C'était autre chose, oui. Et le chemin, ça faisait même un tunnel avec les branches, avec des feuillus. Il y avait de tout. Il y avait des noisetiers, il y avait des chênes, il y avait des châtaigniers. Puis après, d'un seul coup, on a vu quelques coupes rases. Au début, je sais pas si tu te rappelles, on n'était pas trop étonnés, ma foi, enfin surpris, mais sans plus, quoi. On se demandait ce qui se passait, mais on n'était pas, on pensait pas juste qu'ils allaient venir jusque là, quoi. Et quand on voit maintenant cette catastrophe, c'est inimaginable, quand tu vois tous ces résineux qui sont plantés, bien alignés les uns en face des autres. C'est lamentable, quoi. C'est vraiment à pleurer, quoi. C'est pas pensable. En ce moment, on parle du plan de relance et de la replantation d'1 milliard d'arbres. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ça, de cette replantation d'1 milliard d'arbres. Donc il faut faire très 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 attention parce que pour moi, dans la langue française, replantation, ça veut dire couper quelque chose et replanter. Donc ce qui serait bien, c'est avant de replanter, ça serait de maintenir les forêts, des forêts qui sont saines, des forêts, et de les exploiter d'une façon durable. C'est-à-dire, je répète comme la méthode ProSilva, c'est une méthode affûtée irrégulière, à couvert continu, comme le faisaient les anciens dans le temps, où ils faisaient une exploitation pied à pied. Il faut quand même qu'on termine sur des notes positives. On parlait de toutes ces associations et c'est là-dessus que je voudrais rebondir. Il y a effectivement beaucoup d'associations qui se battent pour préserver et entretenir les bois du Morvan et notamment plusieurs associations qui essaient de garder les 50% non résinés en feuillus et notamment en se mobilisant pour racheter les parcelles. Vous avez entendu parler de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ça c'est bien, mais quand même... C'est pas assez. Peut-être faire attention, les gens aussi qui ont des parcelles, de ne pas les vendre à n'importe qui. Et puis exploiter, nous Français, nos propriétés. Alors voilà, donc, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'était très dense, on a entendu beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Nos forêts, c'est quelque chose de précieux. Il faut en prendre soin. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors juste un mot de la fin, il y a un petit mot de la fin à donner. Je suis très heureuse de venir ici en votre compagnie, sachez-le, parce qu'il y a eu beaucoup de bon sens et qui m'ont fait vraiment du bien. On vous remercie de nous défendre. Oui, merci beaucoup d'essayer de maintenir quand même nos belles forêts de Morvan. Eh ben merci beaucoup. Un grand bravo à tout le monde et merci d'avoir participé à cette émotion. C'est un lapsus, ça. À cette émission, c'est un beau lapsus. Ouais. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le 100.4, donc la radio fréquence FDL, fréquence des loisirs, et aussi sur le 95.8 Radio Morvan, et bien sûr sur la page YouTube de l'établissement. Donc, vous tapez simplement EHPADEMOI, EHPADEZ-MOI. Vous retrouverez l'émission que vous pouvez écouter à loisir quand vous voulez. Je ferai un petit montage avec des photos, voilà. Au cours de cette émission, vous avez pu entendre des extraits sonores de documentaires et ils proviennent de Morvan pour quelques Douglas de plus qui a été diffusé sur France 3 et également Réseau d'enquête Forêt française Silence on coupe diffusé sur France 3 également. Vous pouvez les visionner en entier sur YouTube si ça vous intéresse, ils sont disponibles. Ce sont bientôt les fêtes de fin d'année et je voulais vous proposer une petite lecture, un livre, La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, de Peter Wolleben. Voilà, c'est assez sympa à lire si vous avez envie de lire un joli livre sur la forêt, en vous souhaitant bien sûr de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des petits pouces, des likes pour nous montrer que vous aimez ce que nos résidents vous racontent, voilà, et que vous voulez qu'on continue, bien sûr. Voilà. Et ben on vous embrasse bien fort et on en profite pour vous souhaiter aussi des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, à bientôt.
Joyeux Noël. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, les bois, les prés, les eaux, et la forêt si belle, la truite au bon léger, dans les roseaux fleuris, et notre bois flottant qui vogue vers Paris. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, chantons nos clairs eaux, et la forêt si belle, la truite au vent léger, dans l'air aux eaux fleuries, et notre bois flottant qui vogue vers Paris. Il souffle un âpre vent parmi nos solitudes. On dit que le Morvan est un pays bien rude. Mais s'il est pauvre et fier, il nous plaît mieux ainsi. Et qui ne l'aime pas n'est certes point d'ici. On veut la liberté dans nos montagnes noires. Nos pères ont lutté pour elle et non sans gloire. Rêveurs de coups d'état, César de 4 sous, les braves Morvandiaux se moquent bien de vous. Pourtant nous subissons un reste de servage. Pourquoi ces nourrissons, privés du cher breuvage? Gardons, ô mes amis, nos femmes près de nous. Nos filles et nos fils ont droit à leur nounou. Allons les Morvandiaux, chantons la Morvandelle, les bois, les prés, les eaux, aimés d'un cœur fidèle. Nos bûches qui s'en vont, Paris s'en chauffera, nos gaz et leur maman, Paris s'en passera.